Bonjour à tous. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est toujours dans la zone rouge. La CEMAC subit encore une crise économique persistante, précipitée par la chute des cours du pétrole. 3 ans après l'annonce d'un programme de réformes économiques et financières, il apparaît encore de nombreux obstacles à la relance des économies de la sous-région. Ces préoccupations sont inscrites à l'ordre du jour de la 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC qui se tient à N'Djamena. Ces travaux débutent ce dimanche 24 mars 2019 dans la capitale du Tchad en l'absence du président de la République du Cameroun. Paul Biya a une fois de plus mandaté le Premier ministre pour le représenter à cette conférence des chefs d'État de la CEMAC. Le journal Khmer Presse s'interroge sur les sujets sur lesquels le leader de la CEMAC peine à s'accorder entre la difficile intégration régionale et le suivi des réformes. La conjoncture économique touche également le Cameroun. Le quotidien Le Jour constate que le Cameroun dégringole dans le classement Doing Business et selon l'hebdomadaire Diapason, des nuages sombres plane sur le climat des affaires au Cameroun à l'occasion de la 10e édition du Cameroun Business Forum. Ce journal tire la sonnette d'alarme sur l'inaccessibilité de 35% du territoire qui bloque le développement des affaires. Il s'agit de l'insécurité et la terreur qui règne dans les régions anglophones et dans les zones limitrophes à ces régions. Selon le Messager, une dizaine d'hommes lourdement armés se présentant comme des ambazoniens ont mis une plantation d'ananas à sac dans l'arrondissement de Mbanga avant d'enlever 4 employés. Cette situation d'insécurité qui plane sur une partie du Cameroun engendre un énorme manque à gagner pour des entreprises et impacte déjà sur l'économie de la sous-région. Selon le quotidien de l'économie, Célestin Tawamba, président du JICAM, et ses pairs ont déploré les tracasseries administratives, une énorme pression fiscale et l'échec des politiques économiques mises en place sans une réelle prise en compte des aspirations et des besoins du secteur privé au Cameroun. Le découragement des investisseurs également est observé au Cameroun. Au regard de ce climat des affaires, quelles sont les causes profondes de la faible attractivité économique du Cameroun? 10 ans après sa mise en place, quelle est la valeur ajoutée du Cameroun Doing Business? Ces questions se posent avec acuité au moment où, vous l'avez peut-être observé, la vie est de plus en plus chère au Cameroun. Le journal Eco-Matin et Le Jour s'inquiètent de cette hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité sur le marché qui fait planer le spectre de février 2008. Pour le quotidien de l'économie, c'est une spéculation des prix pour certains produits de grande consommation et le ministre du Commerce a recadré les importateurs sur les prix imposables à ces denrées alimentaires. Pour autant, la problématique de fond demeure, la forte dépendance du Cameroun et de la sous-région aux produits alimentaires importés. Où sont passées les stratégies de développement des filières agricoles compétitives? Les décideurs politiques au Cameroun avaient plus de regard tourné sur les tensions entre Washington et Yaoundé à propos de la situation sécuritaire et le climat socio-politique dans le pays. Pour le journal Cameroun Tribune, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, représentant l'un des grands amis du Cameroun, a échangé avec le président de la République du Cameroun au Palais de l'Unité en début de semaine. Alors que certains journaux ont tenté de décrypter les codes diplomatiques liés à l'attitude de Tibor Nagui, celui-ci a relevé sur son compte Twitter qu'il a évoqué la situation dans les régions anglophones et le cas Maurice Kamto, toujours en détention depuis la fin du mois de janvier 2019. Et dans les couloirs de la justice, la presse révèle également la main lourde du tribunal criminel spécial sur Polycarpe Abba, ex-ministre des Finances, purgeant déjà une lourde peine privative de liberté, a encore écopé de 18 ans d'emprisonnement ferme. Gervais Mendozé a Konosé écope quant à eux de 20 ans de prison dans le cadre d'une affaire de détournement des deniers publics liée à la gestion de certains revenus concernant la CRTV. Ces problématiques qui constituent l'ossature de droit de réponse dimanche
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois Paul Sopor. Bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour à tous vos millions de téléspectateurs. Bonjour à tous vos techniciens. Et bonjour à vos panélistes. Je précise que vous êtes économiste. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, le deuxième panéliste, Martin Bazine. Bonjour Martin. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes expert des questions des finances, en économie également, et spécialiste en banque, finance et économie. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Également présent sur ce plateau, un expert des questions de fiscalité, auteur de plusieurs ouvrages sur la fiscalité et le développement économique en Afrique, professeur Pierre Alaka. Bonjour. Bonjour Cédric, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ce dimanche. Le quatrième panéliste est éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse. Edmond, bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé, je salue les copanélistes, je salue bien évidemment tous les téléspectateurs fidèles de droit de réponse. D'entrée de jeu, messieurs, ce dimanche s'ouvre à N'Djamena, la capitale du Tchad, la 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Et sans surprise, le président de la République se fait représenter par le premier ministre chef du gouvernement qui est déjà à N'Djamena, la capitale du Tchad. Avec vous, Edmond Kambia, sur une conférence des chefs d'État tout aussi importante que celle de la CEMAC qui doit évoquer la situation économique de la sous-région. Comment réagissez-vous à cette énième absence du président de la République du Cameroun à ces travaux des chefs d'État de la CEMAC? Comme vous le dites si bien, énième absence, ce n'est pas la première fois, c'est une habitude qui n'est pas bonne du tout par rapport à l'image du Cameroun à l'extérieur. Ce d'autant que c'est le voisinage le plus proche. Vous savez, on dit souvent, il est bon d'aménager de bonnes relations avec les voisins, parce que quand il arrive un problème chez le voisin, demain, un problème peut également survenir chez vous. Et votre ami, votre frère le plus proche, c'est votre voisin. Donc seulement pour cette raison-là, il lui était nécessaire que le chef de l'État sur le déplacement de N'Djamena. Bon, disons, il s'est fait représenter, ce n'est pas la politique de la chaise vide, il s'est fait représenter comme d'accoutumé par son Premier ministre. Et c'est le nouveau Premier ministre, et c'est le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, qui va le représenter à N'Djamena. Il y est arrivé déjà depuis plusieurs heures. Alors, une conférence des chefs d'État, six présidents africains de la sous-région Afrique centrale attendus, et le Cameroun qui se fait représenter par le Premier ministre. Avec vous, Paul Sopor, une conférence des chefs d'État de la CEMAC pour évoquer la situation économique de plus en plus critique dans la sous-région. Comment appréciez-vous le fait que le président de la République du Cameroun mandate le Premier ministre pour ces travaux d'une extrême importance? Je pense que l'essentiel, c'est la représentation. Le Cameroun y est représenté. Et le plus souvent, dans ces sommets, on dit les chefs d'État et de gouvernement. Donc, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une surprise que le chef de l'État, je ne sais pas pour quelle raison il n'y est pas allé. Et en réalité, ce n'est même pas cette représentation qui m'intéresse. Moi, ce sont les sujets qui seront discutés pendant cette conférence qui sont importants. Au moment où notre peuple devient de plus en plus pauvre, au moment où on se rend compte finalement que la CEMAC est un petit marché. Donc, ce sont toutes ces décisions-là, c'était les sujets qui y seront abordés. Le franc CFA qui menace les pays francophones, etc. Au moment où la CEDEAO prend la décision de sortir du franc CFA, c'est tout ça. C'est tout ça, moi, qui m'intéresse. Qu'est-ce qui y sera dit? Voilà l'importance pour moi. C'est que le chef de l'État y soit ou qu'il soit représenté, l'essentiel est que le Cameroun y soit. Et c'est ça qui compte pour moi. Cette conférence des chefs d'État de la CEMAC se tient après un sommet extraordinaire qui s'est tenu à N'Djamena en octobre 2018 pour évoquer la situation économique de plus en plus critique dans la sous-région Afrique centrale. Martin Ombazine, quel est l'état des lieux de l'économie de la sous-région Afrique centrale, principalement au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale?
la situation n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas du tout bonne dans la mesure où les indicateurs, ou le principal indicateur croissant de performance qu'est la croissance, n'a pas été au rendez-vous au cours de l'exercice 2018. Elle n'est pas du tout bonne parce que aussi on se rend compte que l'attente en termes de parler d'une même voix, d'avoir les mêmes préoccupations, à mon avis, tend un peu à s'estomper. On a l'impression que chacun joue sa partition et je trouve ça un peu normal parce que nos économies sont assez hétérogènes. C'est-à-dire que, en dehors du fait que nous avons un peu tous de pétrole, une fois qu'on enlève le pétrole, c'est un peu le chacun pour soi. Donc, comme dit M. Sopor, il faut vraiment qu'on fasse le bilan, qu'on fasse le point. C'est-à-dire que on ne peut pas continuer comme ça. Mais il y a eu des résolutions qui avaient été prises en décembre 2016 à Yaoundé, les chefs d'État s'y étaient retrouvés. Et 3 ans après, avez-vous le sentiment, avez-vous la perception sur le terrain que les réformes économiques qui avaient été formulées au terme du sommet extraordinaire de Yaoundé sont en train d'être mises en place pour sortir de la crise économique dans la sous-région Afrique centrale? Non, la situation ne fait que s'empirer. J'entends par là, attendez, vous n'allez pas quand même me faire croire que dans une économie, ou dans des économies, l'emploi ne démarre pas, la croissance n'est pas au rendez-vous. Mais de quel bilan parlons-nous? C'est-à-dire qu'une politique économique, d'ailleurs, nous avons une politique budgétaire, puisque une politique économique, c'est la monnaie et c'est le budget. Mais le Cameroun, ces États-là n'ont pas le premier levier, c'est-à-dire que la monnaie. Déjà, c'est un problème grave qui nous handicape, qui handicape nos économies. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nos économies, c'est quoi? C'est les impôts. L'État ne joue que sur les impôts pour pouvoir financer, alors que l'autre levier, qui est la monnaie, n'est pas géré par nous, n'est pas traité par nous. La vraie question qu'il faut se poser, quels que soient ceux qui sont là-bas, est-ce qu'on ne peut pas faire le point de ces 60 ans? Ce n'est pas une affaire de l'année dernière. C'est que, est-ce que nos économies, demain, pourront sortir de la léthargie dans laquelle elles se trouvent? Nous constatons que, au jour le jour, année par année, il y a des mesures de rigidité, parce qu'en fait, ce n'est pas des mesures de dynamique, hein, ce n'est pas des mesures expansionnistes, c'est des mesures de rigidité qui font que les populations, les peuples souffrent tous les jours. On leur demande, mais on ne voit pas la sortie du tunnel. Donc, la véritable question à laquelle les peuples de cette zone souhaiteraient, c'est que, est-ce qu'on doit continuer comme cela? Est-ce qu'on doit avoir un taux de chômage élevé des jeunes, comme c'est le cas par exemple au Cameroun? Notre marché de la CEMAC, qui est si petit, peut-il nous permettre de sortir la tête de l'eau? Est-ce que nous allons rester les mains liées 60 ans après en disant que nous allons continuer uniquement à développer notre économie avec le Tchad, avec le Gabon, avec la... Est-ce que nous ne pouvons pas développer d'autres formes de modèles économiques, d'autres types de stratégies économiques qui nous permettent naturellement d'aller vers le Nigeria, d'aller vers la RDC, élargir notre marché? Donc, c'est ça les vraies questions. Et puis le problème de la monnaie, qu'on le veuille ou pas, doit être abordé. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que j'ai lu le discours inaugural de Idriss Déby. J'ai l'impression que c'est du yo-yo. Hein. Bon, je comprends pas. Hier, Idriss Déby nous laissait entendre qu'il était déjà déterminé à dire que... Mais lorsque j'ai encore suivi qu'il est un peu satisfait, qu'on a un peu essayé, et que la couverture a fait si la couverture... Non. Aucune économie ne peut sortir, ne peut se développer, ne peut développer son secteur secondaire sans avoir la maîtrise de ses devises. Vous vous souvenez encore de l'affaire Albatros? Pour acheter cet avion, on ne pouvait pas le faire par des canaux normaux. On était obligé de contourner pour acheter. Ce sera pareil. Lorsqu'on voulait acheter des machines pour industrialiser notre économie, on va nous dire depuis Paris qu'il n'y a pas assez de devises. Bon, parce que nous, on pense que... Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que ces gens-là, ça sert encore une fois de plus, nous voulons savoir, est-ce que vous êtes décidés à sortir de cette histoire pour nous permettre d'avoir le levier qui nous manque aujourd'hui? C'est un levier important que les gens ne nous disent pas n'importe quoi. Et les Africains, les Camerounais ne doivent pas attendre. Justement, à l'ordre du jour de la conférence des chefs d'État de la CEMAC,
il est inscrit le point sur la mise en œuvre des réformes économiques et financières. Professeur Alaka, vous avez suivi les différentes résolutions prises depuis décembre 2016 à Yaoundé et d'autres conférences des chefs d'État visant à s'assurer du suivi de la mise en œuvre de ces réformes. Nous sommes en 2019. Avez-vous le sentiment que la CEMAC est en train de sortir de la crise économique? Cédric Nofele, je vais vous surprendre. Nous avons des économies potentiellement bonnes. Je dis potentiellement. Nous pouvons aller très loin et très vite. Mais simplement, comme l'ont relevé les autres panélistes, nous avons un levier qui nous manque. La monnaie. Imaginez-vous que les économies de l'Afrique centrale soient aujourd'hui beaucoup plus en difficulté relativement aux prescriptions qui ont été données par le FMI et la France lors des dernières conférences des chefs d'État. En 2016, en décembre 2016, il était question que la BEAC n'apporte plus des concours financiers aux États, et ça a été une réalité en fin juin 2018. Or, qu'est-ce qui se passait? La BEAC apportait 30% à chaque État pour que, au titre des impôts à recouvrer, de sorte que les États n'aient pas à s'endetter et que les États puissent amorcer la mise en place du budget avant même que les impôts ne soient recouvrés. Depuis juin 2018, la France a interdit cela. Premier problème posé, l'absence de monnaie. Toujours dans le même ordre d'idée, on a dit, dès cet instant, vous n'aurez plus des problèmes parce que nous, on va mieux gérer vos devises. Or, tout le monde l'a relevé maintenant, les devises manquent et l'économie des États de l'Afrique centrale sont en difficulté. Deuxième problème. Et on comprend tout de suite que le véritable problème, qui est le point commun de toutes nos économies, et que si jamais il n'est pas abordé définitivement, on va continuer à avoir des économies potentiellement bonnes, mais qui seront mauvaises. C'est la monnaie. Parce que justement, lorsque vous ne pouvez pas avoir des concours financiers, des concours bancaires, en attendant le recouvrement des impôts, ce qui a été relevé si opportunément par Ongwazi, parce que c'est seuls les impôts qui permettent aujourd'hui notre développement. Dès cet instant-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre économie va toujours continuer à piquer du bec et vous ne pourrez rien faire. Mais cela est dû à quoi? Mais d'autres diagnostics, si vous le permettez, professeur, font état de ce qu'il y a une mauvaise gestion des finances publiques qui expose à cette tension de trésorerie observée depuis de nombreuses années. Et parce que c'est le gouvernement là... des pays d'Afrique centrale c'est misait essentiellement sur les revenus du pétrole. Et du coup, les projections, au fait, qui sont avérées être négatives, n'ont pas permis de rattraper le gap. Tout le monde parle de malgouvernance. Les dégâts que font l'absence de monnaie, c'est 90%. Et les dégâts que font la malgouvernance, c'est 10%. Je vous donne les proportions. C'est-à-dire que tout ce qu'on vole là, toute cette malgouvernance, toute cette mauvaise gestion, ne reprend que 10% de notre potentiel économique. Les 90% s'évaporent avec l'absence de monnaie. La gestion d'une monnaie qui n'est pas la nôtre, par quelqu'un d'autre. Et finalement, ce n'est pas seulement la malgouvernance qu'on nous brandit qui est le véritable problème, c'est l'absence de monnaie qui est notre véritable problème. Et c'est à ça que je voulais en venir. Cela est dû à quoi? Cela est dû à la finance internationale. On nous a amenés dans des schémas tels que la mondialisation, qui n'est que le petit-fils de l'ultralibéralisme issu du consensus de Washington, où les gens ont dit les pays d'Afrique là, ils ne doivent plus faire, ils doivent faire. Et c'est pour ça que on considère nos États, avec cet ultralibéralisme, comme des clients ordinaires au niveau avec leur banque centrale. Vous savez que lorsque on parle de banque centrale, c'est la banque de l'État. Et lorsque la banque de l'État qui est la vôtre vous prête de l'argent avec des intérêts, ben vous êtes un client ordinaire. C'est ça l'ultralibéralisme. C'est ça la finance internationale. Ça veut dire que on voudrait que l'État soit faible et que le secteur privé soit plus fort. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut trouver notre paradigme économique. Parce qu'à côté de ça, il y a l'économie sociale qui voudrait que la banque centrale qui appartient à l'État soit la banque de l'État, et l'État peut faire des tirages
dans cette banque sans intérêt pour pouvoir développer son économie. C'est ça que la BEAC a apporté à concurrence de 30% à nos économies. On nous dit toujours l'inflation, mais attendez. Pourquoi on pense que nous ne pouvons pas gérer une monnaie? Ceux qui le pensent nous disent qu'ils sont idiots, ils sont nuls. Parce que pour résoudre une équation mathématique, on a appris au secondaire. Ça peut être par addition, par substitution ou par comparaison. Allons donc à l'école de ceux qui gèrent bien leur monnaie et on utilise la comparaison et on verra comment nous, on ne sera pas capable d'avoir une monnaie qui va rebooster nos économies et qui va nous sortir de ce labyrinthe où on nous a mis et où il n'y a pratiquement pas d'issue. Et dans ce labyrinthe, professeur, il y a la question de l'intégration régionale qui divise encore les chefs d'État d'Afrique centrale. Avec vous, Edmond Kambia, la libre circulation qui n'est toujours pas effective entre les 6 États membres de la CEMAC. Le sujet sera encore à l'ordre du jour de cette session ordinaire de la conférence des chefs d'État qui se tient à N'Djamena. Pourquoi ça coince au sujet de l'intégration régionale en Afrique centrale? Le problème n'est pas nouveau, effectivement, la question de la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Et c'est un problème majeur, parce qu'on ne peut pas envisager l'intégration sans la libre circulation des biens et des personnes. On ne peut pas envisager la mise en œuvre efficace et durable des réformes économiques et financières si la libre circulation des biens et des personnes n'est pas garantie. Il faut dire que les chefs d'État qui vont se retrouver à N'Djamena aujourd'hui et discuter d'un certain nombre de problèmes parmi lesquels celui concernant l'intégration régionale et en particulier la libre circulation des biens et des personnes, c'est parce qu'il y a encore des égoïsmes nationaux qui sont affirmés par certains États. Il y a des pays qui n'ont pas de problème au niveau de la libre circulation des biens et des personnes. Je pense au Cameroun, je pense au Congo-Brazzaville, je pense au Tchad, je pense à la Centrafrique. Mais très souvent, c'est le Gabon et la Guinée équatoriale qui posent souvent problème au niveau de l'effectivité de la libre circulation des personnes. C'est-à-dire au-delà même, parce que lors de l'un des derniers sommets, ils avaient pris des engagements pour favoriser cette libre circulation des biens et des personnes. Mais ce n'est pas acté, ce n'est pas effectif sur le terrain. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État, il faut bien qu'ils se parlent, qu'ils se disent des vérités, qu'ils sortent de ce que j'ai appelé cet égoïsme national, cette affirmation de la souveraineté, qui en réalité n'est pas de nature à favoriser l'intégration. Parce qu'il faut y aller jusqu'au bout. Parce que dans ce sommet, vous voyez, ce qui se passe à la CEDEAO, ça devrait plutôt les booster. Les pays membres de la CEDEAO sont très avancés. La question de la libre circulation des biens des personnes ne se pose plus. Elle est réelle depuis de nombreuses années. C'est-à-dire, vous pouvez partir, n'est-ce pas, de Lagos à Dakar, en voiture. En voiture. Et sans problème du tout. Vous présentez, pour chaque citoyen des pays membres de la CEDEAO, vous présentez la carte d'identité de votre État. Et vous traversez. Vous n'avez aucun problème de libre circulation des biens des personnes. Et ça se fait depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ils sont sur un palier plus avancé. C'est-à-dire la richesse d'une monnaie commune. C'est-à-dire au-delà du fait qu'en Afrique, vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des pays qui ont leur propre monnaie, il y a des pays qui sont dans la zone CFA, mais tous ces pays ont décidé d'aller ensemble vers une monnaie commune. Et c'est l'un des défis majeurs qui interpelle les pays de la CEMAC. Parce qu'ils n'en sont pas là. Aujourd'hui, on débat encore sur la question de savoir s'il faut rester dans le CFA ou en sortir. Mais eux, ils ont dépassé la question. Ils sont vers une monnaie commune qui ne s'appellera sûrement pas CFA. Puisqu'il y a des pays, la CEDEAO, qui ne sont pas dans la zone CFA. Donc aujourd'hui, c'est une question majeure. Il faudrait que ces goulots d'étranglement, ces résistances internes des pays membres à la libre circulation des biens et des personnes trouvent une solution. Parce qu'en réalité, les pays qui résistent, aujourd'hui, on ne peut plus vivre en îlot. Avec la mondialisation, avec tout ce que l'on connaît dans le monde entier aujourd'hui, avec la globalisation des échanges, tous les pays sont, d'une certaine manière, appelés à s'ouvrir aux autres. Et c'est en s'ouvrant aux autres qu'on gagne pour son propre développement, pour atteindre même la croissance. Et je pense que dans ce sens, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, en tout cas, je ne peux citer que les pays de la CEDEAO, le Ghana, nous ont suffisamment montré la nécessité à s'ouvrir pour parvenir à un certain stade de développement, ou alors au moins au niveau de la croissance économique.
Parce que depuis, nous ne parvenons plus à atteindre les 5%. Justement, les perspectives de croissance économique qui restent faibles dans la zone CEMAC, et cette année 2019 marque la 3e année de mise en œuvre du programme des réformes économiques conclues entre le FMI et certains pays d'Afrique centrale. Et jusqu'ici, 2 pays de la sous-région Afrique centrale n'ont pas encore conclu ces accords avec le FMI. Paul Sopor, sur la situation économique dans la sous-région Afrique centrale, où chacun, les avancées des réformes, le constat qui est fait ici sur ce plateau, c'est qu'il y a de très faibles avancées. Pour vous, quelles sont les causes profondes de cette difficulté de mise en œuvre des réformes économiques pour sortir de la crise? Écoutez, la libre circulation d'abord, j'y reviens, elle est liée à ces problèmes économiques. Vous savez que lorsque dans votre famille, vous n'en avez pas assez, vous avez toujours peur que le voisin vienne encore en prendre. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du développement économique de ces régions. Et maintenant, comment voulez-vous qu'on applique les mesures préconisées par le FMI? On ne peut pas. Parce que de toute façon, ces mesures n'ont pas été prises pour développer nos pays. Le FMI ne prendra jamais des mesures qui contribueront à développer nos pays. Pourtant, le FMI tire la sonnette d'alarme sur l'endettement des pays de la sous-région Afrique centrale, estimant que le niveau d'endettement est assez élevé par rapport au PIB de ces pays de la sous-région. Est-ce que ce n'est pas un indicateur qui appellerait ces pays d'Afrique centrale à se réajuster dans leur politique économique? Je vous prends un indicateur sur lequel s'appuie toujours le FMI, le taux de croissance. Dans un pays tel que le nôtre, qui importe tout. Mais comment pouvez-vous demander à ce pays un taux de croissance qui lui permette un jour d'être développé? C'est impossible. Dans un pays tel que le nôtre, qui n'exporte que ce qui est, dont le prix est déterminé par les autres, vous demandez à ce pays d'avoir un taux de croissance qui lui permette de se développer, c'est pas possible. Et le FMI le sait. Vous avez parlé de la monnaie. Vous êtes dans un pays où on vous dit vous vendez pour 1000 francs, vous avez déjà 500 francs qui sont confisqués par quelqu'un d'autre. Ouais. Et le FMI vous parle de croissance. Cette croissance-là, c'est quel que soit le taux de croissance, vous allez voir que ce taux est d'abord grugé par ce manque de devises-là que nous n'avons pas, c'est-à-dire par la balance extérieure. La balance extérieure va d'abord tout absorber avant que le petit reste là puisse nous permettre au moins de payer nos employés. Donc on ne peut pas parler, c'est pourquoi moi je n'aime pas cet indicateur, taux de croissance. Taux de croissance, ce n'est pas pour des pays comme les nôtres. Et le niveau d'endettement des pays de la sous-région Afrique centrale, est-ce que les signaux ne sont pas assez inquiétants comme le relèvent ces institutions financières internationales? Vous savez, même les pays qui frappent leur propre monnaie s'endettent pour se développer. Nous n'avons même pas de monnaie. Et on nous dit, attention, votre niveau d'endettement qui est de 30% vous empêche de vous développer, c'est un leurre. Lui qui est financier, c'est que pour qu'une entreprise se développe, il faut absolument s'endetter. Ce qui est valable pour une entreprise est valable pour un État. Un État qui ne produit pas sa propre monnaie. Un État qui ne produit rien chez lui, qui emprunte. Un État qui, si vous voulez, qui même pour manger va chercher ailleurs. Vous demandez à cet État de ne pas emprunter. Et quand vous regardez même le niveau d'endettement de ceux qui produisent, de ceux qui remplissent toutes ces conditions, vous voyez que c'est dans les 130% du PIB. Mais vous êtes à peine à 100%, on vous dit arrêtez. Arrêtez parce que votre niveau d'endettement, c'est un tort. Et en même temps, donc, on met à votre disposition des prêts soi-disant qui sont là pour développer vos infrastructures. Attendez, si vous avez des infrastructures sans production pour que ces infrastructures puissent fonctionner, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc notre niveau d'endettement n'est pas un tort. Il faudrait aller au-delà. Il faut aller au-delà. En finance, on le voit. C'est-à-dire en économie, l'économie ne ment pas. Si vous avez la possibilité, aujourd'hui, nous au Cameroun, si nous avons la possibilité aujourd'hui d'aller à 70%, ça va nous permettre de créer de la richesse dans ce pays. Ça va nous permettre de créer des PME capables de produire
pour que nous n'ayons plus recours à l'extérieur. Mais le FMI le sait et le FMI ne va jamais vous le permettre. Parce que tel que l'a dit le professeur Alaka, vous êtes là pour produire pour les autres et non pour vous-même. Pour vous-même, vous allez... C'était même si vous crevez, ce n'est pas un problème. Une situation économique difficile dans la sous-région Afrique centrale avec les devises qui s'amenuisent dans les comptes d'opération en France et qui poussent les États à se retrouver pour discuter de la mise en œuvre de ces réformes budgétaires et structurelles. Martin Omba, on parle de la question de l'endettement de ces pays d'Afrique centrale et les institutions financières internationales tirent la sonnette d'alarme sur le niveau d'endettement élevé de leur point de vue et qui expose ces États d'Afrique centrale à replonger dans une crise encore plus importante dans les prochaines années en raison d'une mauvaise orientation de ces dépenses ou de ces fonds issus de l'endettement. En réalité, prenez l'exemple des États-Unis. Pour vous dire que lorsque vous avez la capacité d'emprunter, c'est une forme de vitalité de votre économie. Donc, au jour d'aujourd'hui, le même FMI et la Banque mondiale nous ont dit que vous pouvez aller à hauteur de 70%. Donc si le Cameroun, aujourd'hui par exemple, est à 30%, nous avons encore un gap de 40%. Oui, ça c'est la norme communautaire. Oui. Mais vous savez, je suis désolé de vous le dire, j'ai l'impression de revivre le même film depuis pratiquement tout le temps. C'est-à-dire qu'on est en train de tourner en rond. Nous sommes en train de tourner en rond. Je vous dis que, M. Lefebvre, dans 2 ans, on va reparler des mêmes choses si on ne change pas. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous continuons à travailler pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à dire les choses de manière simple. Il faut que les Camerounais comprennent que lorsque nous importons, parce que nous n'avons pas on a très rarement d'industrie au Cameroun, c'est que nous fabriquons la croissance ailleurs. Quand on fabrique les bûchettes d'allumettes, les cure-dents, ce n'est pas les travailleurs camerounais ou de la zone, c'est les travailleurs chinois. C'est là-bas où les gens créent la croissance. Donc le véritable enjeu, au lieu de passer le temps à nous raconter des choses, quelles sont les politiques économiques mises en place pour que chaque État de la zone puisse importer moins? Ça, c'est la problématique de l'heure. Et il faut aussi comprendre que les économies sont tellement hétérogènes qu'il est impossible que les gens s'entendent. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il est impossible que le Tchad s'entende avec le Cameroun s'entende avec le Gabon. Il est impossible. Quels peuvent être les points de désaccord? Mais puisque ces économies-là n'ont pas de résilience, elles n'ont pas, en dehors du pétrole, autre chose. Le Cameroun a autre chose. Alors, est-ce que le Cameroun va continuer à dormir sur ses lauriers, sous prétexte qu'il faut tirer des autres? Ça, c'est les vrais problèmes. Au jour d'aujourd'hui, le Cameroun doit être capable, comme l'Allemagne l'a fait en tant que leader, de dire que moi j'ai décidé que... Mais quelle est cette histoire où on va continuer à faire souffrir les Camerounais parce que d'autres pays, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas atteindre, on ne pourra jamais. Le premier facteur de croissance, la démographie. Élément clé pour qu'un pays se développe. Il faut qu'on arrive à dire les choses simplement aux Camerounais, aux Africains de notre zone. Ces gens-là pensent que c'est les hommes qui font l'économie. Sans les hommes, vous ne pouvez rien faire. Donc, regardez le nombre de personnes à la CEMAC, le nombre d'habitants. Il y en a combien? Donc, si nous continuons à faire une économie qui est basée uniquement sur le Tchad, la Guinée, vous voulez qu'on fasse quoi? On va les envahir. C'est l'impression qu'ils ont est une impression que tout le monde peut avoir, à savoir que si nous, les Camerounais, commencent à entrer au Gabon, on va envahir le Gabon. Donc comprenez que ce n'est pas de... Obiangema, je ne pense pas que le président Obiangema soit moins patriote, non, c'est parce que s'ils ouvrent, on va les bouffer, entre guillemets. Donc, notre problème aujourd'hui, c'est que dans ces réunions-là, est-ce qu'on va continuer à endormir le peuple camerounais? Parce que forcément, il y a la CEMAC. La CEMAC sert à quoi? Les politiques économiques qui ont été mises en place ont échoué. Au jour d'aujourd'hui, l'endettement du Cameroun n'est que de 30%. Donc on doit continuer à nous endetter. Parce que sans endettement, vous allez faire comment? Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde.
mais le taux de croissance est quasiment nul. Donc, notre sujet aujourd'hui, est-ce que, vous savez très bien que dans les discussions, dans ces forums-là, vous voyez qu'on a peur de parler de l'emploi. Quel est le but du jeu d'une économie? C'est de créer des emplois. C'est à travers les emplois donc que le fisc doit pouvoir aller tirer son argent. L'histoire où on ne fait que pomper, trop d'impôts, tu d'impôts, disait Jacques Chirac. Donc, est-ce que lorsque ces gens-là s'assiedent, est-ce qu'ils mesurent l'impact des mesures, puisque c'est de Paris, après la dévaluation qui a avorté, c'est de Paris où on nous dit que vous devez désormais augmenter l'assiette fiscale. Pour qu'on arrive où il y a trop d'impôts, on vous dit encore qu'il faut absolument, on ne développe pas l'industrie, on nous dit, ok, ce n'est pas l'emploi qui va vous sauver. Toutes les économies au monde sont là pour dire que moins d'impôts. Mais nous, on nous dit plus d'impôts. Alors, soit c'est que nous sommes sérieux, je vous dis que, hors de sa part, aucun changement n'est possible. Et c'est dans ce contexte, Martin Ombach, que le président de la commission de la CEMAC fait savoir que la CEMAC dépense près de 3 000 milliards de francs CFA pour l'importation des produits alimentaires. Lorsque vous suivez un tel chiffre, professeur Alaka, sur les dépenses faites par la CEMAC pour importer des produits alimentaires, malgré le fort potentiel agricole et économique, comment vous réagissez? Je dis que l'économie de la sous-région est pratiquement téléguidée. On téléguide, puisque vous savez très bien qu'on a signé les accords de partenariat économique. Et le Cameroun a été le seul pays à le faire. De ce fait, le pays va verser certains produits de l'autre côté auprès des autres pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui va se poser comme problème, c'est le problème de devises. Et la crise de la sous-région en ce moment est une crise des devises. Or, si je vais reprendre un peu je vais compléter, enfin, aller dans le sens de l'honorable Sopo, si nos économies ont été en difficulté et qu'on est obligé de nous renvoyer au FMI ces jours-ci, c'est parce que la France, justement, n'a pas respecté les accords monétaires qui lient ce pays avec les autres États en matière de gestion du CFA. Puisque nous ne devrons pas avoir une crise de devises. Lorsqu'il y a crise de devises, la France est tenue de renflouer le compte d'opération. Elle ne l'a pas fait et se contente de nous envoyer vers le FMI. Vous voyez que c'est ça le premier complot. Et lorsqu'on nous renvoie au FMI, on nous renvoie vers l'endettement. Comment les mêmes personnes peuvent nous renvoyer vers l'endettement? Et c'est encore eux qui disent que nous sommes endettés, nous sommes surendettés plus qu'il n'en faut. Non, moi je vais vous dire quelque chose de très simple et je l'ai toujours dit. Et les problèmes d'endettement sont simples. C'est la capacité de production des richesses existantes d'un pays qui peuvent supporter l'endettement. Et nous avons des richesses qui ne sont même pas encore exploitées. Ça veut dire que nous pouvons encore supporter un endettement raisonnable à condition que cet endettement ne s'évanouisse entre les mains de certaines personnes. Est-ce que ces conditions sont réunies dans la sous-région? Pas encore. Pas encore. Ça ne peut être réuni que si nous avons une monnaie. Et tant que nous n'avons pas une monnaie, Cédric Noufélé, ce qui se passe, je vous l'ai dit ici, c'est que 90% de notre richesse va ailleurs et seulement 10% reste. Et un peu comme si vous êtes chez vous, vous êtes en train de compter votre argent, quelqu'un vient, il porte le panier d'argent, il s'en va, il fouille. Et en fouillant, quelques paquets d'argent tombent et un autre vient, il prend ça et vous poursuivez celui qui a pris quelques paquets, vous laissez celui qui a pris l'essentiel. C'est ça avec le CFA et la mal-gouvernance dont on a parlé tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Parmi les sujets qui pourraient être abordés durant cette conférence des chefs d'État de la CEMAC, il y a la situation sécuritaire dans la sous-région Afrique centrale qui impacte également sur l'activité économique. Edmond Kamdial, situation sécuritaire, notamment avec le Cameroun qui, lui, vit une période particulièrement difficile, notamment dans les régions anglophones et qui se fait déjà ressentir dans la sous-région Afrique centrale. Effectivement, la situation sécuritaire est l'un des points majeurs de débat à cette rencontre, à ce sommet ordinaire de N'Djamena. Et le Cameroun, à lui tout seul, a d'énormes problèmes sécuritaires. D'abord, un problème sécuritaire qu'il partage avec un pays voisin qu'on appelle le Tchad, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram,
qui est parti du Nigeria et qui affecte les pays de la sous-région, qui affecte notamment le Cameroun, le Tchad et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, je pense notamment au Niger. Mais dans le cas précis, c'est le Tchad et le Cameroun qui subissent les assauts de Boko Haram. Il y a encore des attentats, même si c'est dans une proportion de plus en plus limitée, mais cette crise de terrorisme se poursuit dans les régions septentrionales du Cameroun et au Tchad. Et pour le Tchad, il faut le dire, sur la question du terrorisme, est dans un autre vaste ensemble, le G5 Sahel, avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, où Barkhane joue un rôle important, Barkhane qui est soutenu par la France, pour combattre le terrorisme dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais je dois dire, pour ce qui concerne le Cameroun, qu'en dehors de la lutte contre Boko Haram, il y a, vous l'avez souligné, la situation qui sévit depuis bientôt 3 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest, et qui a été dévastatrice sur le plan économique et financier. Et le président de JICAM l'a régulièrement énoncé, y compris récemment pendant le Cameroun Business Forum, où il a démontré que cela paralyse l'activité économique du Cameroun. C'est par centaines de milliards. Beaucoup d'entreprises ont fermé. Beaucoup d'entreprises qui emploient des centaines de Camerounais sont sur le point de fermer totalement dans le sud-ouest comme dans le nord-ouest. Donc il y a un impact économique grave par rapport à la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et on le voit également dans d'autres régions qui sont affectées par la crise anglophone. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 autres régions du Cameroun qui au quotidien sont affectées par ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a la région de l'ouest qui est affectée dans 2 départements au moins, qui est affecté au niveau du département la Maine-Noire. Il y a Fongo Tongo et Fongo Ndeng, où il y a des assauts des sécessionnistes de manière régulière. Et cela influe même sur le quotidien, sur la vie quotidienne des populations dans ce département-là. On a vu ce qui s'est passé à Bangouin, dans le Noun. Et aujourd'hui, c'est dans le littoral. À Mouyouka, à Mbanga, à Loum, on a régulièrement des activités de terroristes qui viennent perturber, n'est-ce pas, les exploitations agricoles dans ces régions, avec un impact économique sérieux, et qui peut vraisemblablement, si ça continue, amener certaines entreprises privées à fermer. C'est-à-dire, il y a des risques de perte d'emploi nés du fait de la crise anglophone dans des régions qui n'étaient pas directement concernées, l'ouest et le littoral. Et on sait ce qui se passe dans la région de l'est du Cameroun et dans la Damawa récemment, où il y a des questions de rançon, il y a des otages, des personnes qui sont prises en otage. Il y a dans l'Est la situation de l'Est est davantage liée à l'insécurité, à l'instabilité dans la Centrafrique. Il y a des escarmouches parfois au niveau de la frontière, même si par moment, il faut le dire, les forces de sécurité du Cameroun ont réussi à calmer la situation, mais cela montre que pratiquement au Cameroun, il y a très peu de régions qui ne soient pas affectées par l'insécurité. Alors cette insécurité qui affecte l'activité économique, Paul Sopor, il y a le président du JICAM durant le Cameroun Business Forum n'a pas manqué de le relever une fois de plus devant les membres du gouvernement, la crise du nord-ouest et du sud-ouest qui a des graves conséquences sur l'activité économique au Cameroun, les autres velléités de sécurité observées dans les autres régions du pays qui affectent également les différents corridors Douala, Bangui, Douala, N'Djamena. Comment cette situation, vous la percevez? Quelle est votre analyse de l'impact de la situation sécuritaire sur l'activité économique? Vous savez, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un réel impact. Personne ne peut le nier. Étant donné que le sud-ouest et le nord-ouest, et c'est là ma principale préoccupation, le sud-ouest et le nord-ouest sont des zones de production. Ce sont des zones de production. Nous savons que dans le sud-ouest, par exemple, il y a la CDC, qui est un très très gros employeur. Aujourd'hui, il se trouve que la CDC, pas qu'elle est obligée de désembaucher, mais c'est que les ouvriers eux-mêmes ne peuvent plus vivre dans ces régions. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, dans le nord-ouest, notre frère qui a sa plantation de thé, qu'il a racheté après ses privatisations, mais il ne peut plus fonctionner. Les grands ranchs, là-bas, les grands ranchs ne peuvent plus fonctionner. Bon, est-ce que c'est une situation qui arrange l'État? Je ne crois pas. L'État sait que sans production, de ce côté-là, effectivement, ce qu'ils ont appelé croissance. La croissance, là,
Il ne faut même plus y penser. Même comme j'ai dit que je n'aime pas cet indicateur. Mais la croissance, il ne faut plus y penser. Parce que si la CDC, par exemple, qui est le plus gros employeur, ferme là-bas, et puis il y a des risques. C'est là-bas qu'il y a notre Sonara, dans le sud-ouest. Mais seulement, la solution, il faudrait peut-être trouver une solution pour résoudre ce problème. J'espère que nous ne reviendrons pas sur ce Oui, solution. bien sûr, on en parlera. Voilà. Restons sur les conséquences de la situation sécuritaire sur l'économie avec vous. Martin Omba, la répercussion, au-delà des régions du nord-ouest et du sud-ouest, répercussions sur l'activité économique nationale. Le président du JICAM a tenu à le relever. Les industries brassicoles subissent cela de plein fouet. L'industrie agroalimentaire également. Mais ce que l'on oublie, ce sont ces paysans, ces petits commerçants qui aussi vivent très mal la situation sécuritaire et qui sont un pan important dans la contribution au produit intérieur brut au Cameroun. C'est évident que la situation économique est très très difficile là-bas. Il faut relativiser, je reviens un peu de ce que M. Laurent Sopo disait, à savoir que c'était quand même extraordinaire les pays africains. Vous savez, en Europe, dans les économies qui fonctionnent normalement, quand on vous dit qu'un pays a 1 point de croissance, 2 points de croissance, automatiquement, ça agit. Vous voyez ce qui se passe un peu avec Macron. Monsieur le président Macron n'a mis que 2 ans déjà. Il a pris certaines mesures favorables qui ont automatiquement boosté. Et quand la France se retrouve avec 1,5 de croissance, vous voyez comment ça se passe. Mais nous, dans nos économies, nous parlons de 6% de croissance. Nous parlons de 7% de croissance. Nous rêvons d'avoir une croissance à 2 chiffres. Pour faire quoi? L'emploi aujourd'hui, par rapport à la situation sécuritaire, est largement menacé. Je ne sais pas sur quoi nous comptons, parce que tous ces gens-là qui travaillaient, payaient normalement leurs impôts. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la manière par laquelle l'État doit pouvoir augmenter ses recettes fiscales, c'est en allant chercher vers les gens qui travaillent. C'est-à-dire sur les revenus, c'est l'impôt qui est dynamique. C'est-à-dire que c'est un impôt qui, lorsque vous donnez un salaire, la consommation suit. Vous comprenez? Donc, la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne peut ne pas nous faire perdre au moins un peu de croissance sur ce que nous attendons. Puisque les choses ne font que s'empirer. Nous avons un grand opérateur, tout récemment, les téléphonies, qui pensait qu'il allait arrêter. Vous imaginez? Donc, la situation n'est plus au niveau où on doit se poser la question. Le désastre est terrible. Il est réel. Donc, il est réel. Alors, pire encore, vous savez très bien que c'est de ce côté-là qu'on produit pour renforcer un peu, pour essayer de diluer le déséquilibre qu'il y a entre les importations et les exportations. C'est de ce côté-là. Hein, la banane, le thé, tout ça, on essaie de vendre. Donc, une fois que nous sommes en panne de ce côté-là, nous redevenons comme les autres pays, comme le Gabon, comme la Guinée. Une fois qu'on coupe cette partie-là, le cacao, le café, nous devenons comme un pays qui ne compte que sur du pétrole. Et d'ailleurs, nous n'avons pas les mêmes capacités aujourd'hui de production que la Guinée équatoriale, que le Tchad, que le Gabon. Ça veut dire que le Cameroun, aujourd'hui, court des risques, si jamais ce n'est pas arrêté, de revenir même à une croissance, à taux de croissance entre guillemets de 3 par là. Parce que je ne vois pas par quelle alchimie nous allons continuer à améliorer nos performances économiques si de ce côté-là, la situation sécuritaire ne s'arrange pas. Des contre-performances économiques liées à la situation sécuritaire et les différents membres des organisations patronales ont tenu également à relever un décrochage industriel au Cameroun malgré les promesses du gouvernement de créer les conditions favorables à l'émergence industrielle. Professeur Alaka, lorsque vous examinez les différents tableaux mis en place par le gouvernement annonçant de nombreuses réformes pour soutenir le secteur privé dans son élan de développement industriel, aujourd'hui, quel est le constat que vous faites? Mais le constat est simple, c'est que d'un côté, il y a les gens qui y croient, c'est certainement le secteur des affaires, et de l'autre côté, il y a des plaisantins qui n'y croient pas, mais pourtant c'est eux qui sont à l'origine de cette question, c'est les fonctionnaires. Et dès cet instant, on a l'équation mathématique qui dit -1 fois +1, c'est toujours égal à moins. Donc voilà le véritable problème. Un pays comme le Cameroun a
beaucoup de choses à faire et beaucoup d'objectifs à atteindre. Simplement, il faut une politique globale, une politique économique globale qu'il faut définir. Je ne pense pas que cette politique globale est véritablement définie. Regardons ce qui se passe dans le Cameroun Business Forum, je ne sais pas si nous y sommes déjà. Vous allez vous rendre compte que les points qui sont mis à l'ordre du jour, les questions qui sont débattues dans cette instance-là, que je trouve tout de suite inefficaces, font que c'est pour contenter le doing business, pour chercher des points, pour chercher des points, mais non pas pour régler véritablement les problèmes du Cameroun. Voilà la grande difficulté qui fait que l'attractivité de notre économie pose un problème. Et lorsque cette économie a déjà des problèmes au niveau de l'insécurité, on comprend tout de suite qu'il faut rechercher deux choses. Lesquelles? Il faut rechercher les intelligences. Et deuxièmement, il faut rechercher la richesse. Le Cameroun s'est présenté plusieurs fois comme une terre d'attractivité économique. Il y a eu même une conférence économique internationale de Yaoundé, c'était en 2016, où le président de la République a vanté le potentiel économique et agricole du Cameroun. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la faible attractivité du pays? Selon le président du JICAM, le taux d'investissement, des investissements directs étrangers reste toujours aussi bas depuis de nombreuses années au Cameroun. Selon vous, quelles sont les causes de cette faible attractivité économique? En revanche, je vais vous dire que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que il y a une mauvaise attractivité de notre économie. C'est des idées reçues. C'est-à-dire que c'est les agents de notation qui font ça justement pour bloquer nos PME et nos PMI et développer des dépenses fiscales qui vont profiter aux multinationales. Parce que pour eux, l'attractivité, c'est le fait de venir des investissements directs étrangers qui ne nous payent même pas des impôts dont il est question aujourd'hui, qui viennent faire du business, qui prennent suffisamment d'argent et qui sont même à l'origine de la corruption que nous connaissons. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un nouveau paradigme. Et l'attractivité économique part d'un certain nombre de constats. Premier constat, de quoi sommes-nous capables? Un pays comme le Cameroun est capable d'être un pays agricole. Première chose. Oui, il a même été. Il a même été. Pendant plusieurs années, le Cameroun, je crois, était deuxième producteur de cacao, je crois, premier producteur de café. Le coton, je crois, c'est la deuxième position. En Afrique, je crois, c'était la première position. Ainsi de suite. Le poivre de Pengia s'est ajouté, beaucoup d'autres choses se sont ajoutées. Pourquoi est-ce que on ne dirait pas que, ok, nous ne sommes peut-être pas un pays industriel, mais nous allons être un pays agricole. Et nous allons devenir premier producteur de cacao, premier producteur d'huile de palme. Le petit Gabon est venu chercher les noix de palme chez nous. Ils sont déjà premiers producteurs d'huile de palme en zone CEMAC. Qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est l'absence d'accompagnement des pouvoirs publics. Parce que là-bas, comme je dis, il y a des plaisantins. Il y a des gens qui font des discours avec de très belles cravates et un beau sourire, mais qui au fond n'y croient pas eux-mêmes. Pourtant, le paysan qui écoute ce discours croit. Et quand il vient, ce n'est pas possible de voir se concrétiser le discours qu'il a écouté. C'est ça notre problème. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation de nos discours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi et il n'y a pas d'évaluation. Alors vous évoquez la gouvernance publique concernant l'accompagnement du secteur privé. Avec vous, Edmond Kambia, vous êtes journaliste depuis de nombreuses années, journaliste d'investigation. Vous avez vu les différentes politiques économiques et agricoles être annoncées par le président de la République, par les membres du gouvernement. Est-ce qu'on a évolué dans la mise en œuvre? Quel est le bilan que vous pouvez faire concernant ces politiques d'accompagnement du secteur privé? Je ne pourrais pas vous donner un bilan chiffré, mais je peux vous dire tout simplement qu'on a beaucoup régressé et qu'il y a eu beaucoup d'occasions manquées. Quand on a été même sollicité par des pays voisins, comme le Nigeria, qui est un vaste marché pour le Cameroun, en matière agricole, en matière d'igname, en matière de coque, en matière de beaucoup de vivres. Nous avons été incapables d'assumer face à la demande qui est forte, qui est actuelle encore au Nigeria. Malheureusement, les politiques agricoles au Cameroun, malgré, et je peux vous dire, malgré les recherches qui sont faites, parce que les instituts de recherche font du bon travail au Cameroun. Les universités, il y a des travaux, des mémoires, des thèses importantes dont on peut appliquer, c'est-à-dire dont on peut passer à la phase d'application. Mais
Malheureusement, il n'y a pas une volonté politique qui vise à mettre en place des politiques agricoles qui soient accompagnées financièrement avec un bilan qui permet de dire oui, nous allons redevenir un pays grenier d'Afrique centrale. On l'a été dans le passé. Le Cameroun a été un pays agricole. Il y a eu la révolution verte. C'est nous qui nourrissions tous les pays voisins du Cameroun. On a été un grand pays exportateur. Pas seulement des produits de rente, mais même des vivres aux pays voisins. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous importons tout. Imaginez, toutes les sociétés de développement ont fermé. Toutes les sociétés de développement ont fermé. Toutes les missions de développement agricole, c'est-à-dire sur le plan agricole, ont fermé. Et rien ne justifie la fermeture de toutes ces structures. Est-ce que c'était seulement lié à la privatisation? Est-ce qu'au moment de privatiser, il y avait des éléments, des critères objectifs qui permettaient de les privatiser? Pourquoi les a-t-on abandonnés? Mais il y a beaucoup de raisons qui permettent d'expliquer, de comprendre pourquoi nous sommes redevenus un pays qui importe plus qu'il n'exporte. Et je peux dire, si vous parlez d'un bilan, c'est l'échec. C'est l'échec. Parce que nous sommes partis d'un pays à revenu intermédiaire à un pays pauvre très endetté. Quand Paul Biya prend le pouvoir le 6 novembre 1982, il reconnaît lui-même que son illustre prédécesseur lui a légué un pays prospère. On parlait de prospérité, c'était le terme qu'on utilisait. Et on était enviés en Afrique, partout on était respectés. Restons sur le plan agricole, en matière de café cacao. Mais la Côte d'Ivoire devient le plus grand producteur de cacao, hein, en s'inspirant du Cameroun. En s'inspirant du Cameroun. Houphouët-Boigny était au Cameroun. Il a vu comment ça se passe ici. Mais il est devenu le plus grand dans le monde, en prenant l'exemple du Cameroun tout simplement. Donc nous avons, je disais tantôt, beaucoup d'occasions manquées. Et il n'est pas tard. On peut faire en sorte que toutes ces sociétés de développement qui ont pratiquement toutes fermé, Semri, Sodeblé, Soderim, il y en a quand même encore qui existent à Sodecao. mais qui ne fonctionnent pas de manière efficace. Tout à fait. J'aimerais prendre la réaction à cet effet de Paul Sopor sur ces structures d'accompagnement du secteur privé dans les filières agricoles compétitives, là où le Cameroun véritablement a un avantage comparatif par rapport à d'autres. Comment expliquer que ces politiques agricoles, politiques économiques définies dans le cadre du DSE, nous sommes en 2019, cela fait déjà 10 ans que ces politiques économiques sont en train d'être mises en place. Comment comprendre que le Cameroun regresse, à en croire Edmond Kamgia? Vous savez, une agriculture de consommation ne peut nous mener nulle part. Une agriculture de consommation, c'est vous permettre, vous, Camerounais, d'aller acheter votre macabo massé. Et cette agriculture-là, elle ne peut pas développer un pays. Elle va nous permettre de manger tous les jours, mais ce n'est pas ça le développement. Ce qui peut nous permettre de nous développer, c'est l'agriculture de production. C'est l'agriculture de production. Et c'est pourquoi l'État, à un moment, dit l'agriculture de deuxième génération ou de troisième génération. C'est une agriculture de production. Et une agriculture de production ne peut exister que si vous avez des structures de transformation des produits que vous réussissez à donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après cette agriculture de production, il faut absolument passer à la phase industrielle. Il faut passer à la phase industrielle. Et c'est ça qui nous a tués. Il a pris le cas de l'huile de palme. Quand Amadou Ahidjo créait la Sokapan, mais c'était pour que les Camerounais consomment de l'huile de palme et qu'ils n'aient plus à en acheter ailleurs. Voilà la raison pour laquelle Amadou Ahidjo a créé sa Sokapan, même le sucre. Mais est-ce qu'on a créé la Sokapan en pensant à un développement de la filière? Non. Et c'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Nous sommes restés au stade de la consommation et quand nous nous en débarrassons pour la donner à Bolloré, il n'est pas venu pour nous industrialiser. Lui n'est pas là pour nous industrialiser. Il est là pour faire ses bénéfices à partir de cette consommation. Et qu'aujourd'hui, dont la production de la Sokapam aujourd'hui s'avère insuffisante. C'est pourquoi nous sommes obligés d'aller chercher ailleurs. Donc, vous voyez, c'est-à-dire une agriculture de consommation telle que nous continuons à la faire, avec nos mamans qui n'ont que des houes, et qui se débrouillent très bien. Parce que ça nous permet quand même, si vous voulez, de faire fonctionner nos marchés locaux.
Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il faudrait qu'on arrive au stade où cette agriculture de consommation va laisser la place à l'agriculture de production. Et pour qu'il y ait cette agriculture de production, il faut absolument qu'on passe à la phase industrielle. Et c'est la raison pour laquelle, moi je pensais que le nouveau septennat du président, il l'aurait mis sous le cap de l'industrialisation du Cameroun. Parce que c'est là le développement de notre économie. Tant que nous ne serons pas industrialisés. Regardez le sucre. Est-ce qu'on a pensé à développer la filière? Depuis que la Sociocam existe, on ne produit que du sucre. Mais à quoi sert le sucre? À quoi sert le sucre? Pas seulement à la consommation, pas des individus. À quoi sert le sucre? On n'a pas pensé au développement. On n'a pas pensé au développement de la filière. Regardez le caoutchouc. Nous avons des potentialités. Regardons le caoutchouc. Depuis que EVCAM existe, est-ce qu'on a pensé un jour qu'avec ce caoutchouc-là, on peut au moins fabriquer un pneu de vélo? Je ne parle même pas de pneu de voiture. Est-ce qu'on peut fabriquer un pneu de vélo? C'est-à-dire, nous ne pensons pas au développement des filières. Nous nous arrêtons là, au stade premier de cette agriculture, qui n'est qu'une agriculture de consommation. Donc, vous comprenez que si nous voulons vraiment que notre pays se développe, et nous avons des potentialités. Mais il existe également un plan directeur d'industrialisation qui a été vanté par le gouvernement, Martin Obazing, et présenté durant ce Cameroun Business Forum, émergence et politique industrielle. Un plan directeur d'industrialisation qui existe, mais sur le terrain, d'autres réalités qui sont vécues. Comment expliquer ce contraste? Martin. En réalité, si vous prenez les recommandations de 2018, vous allez voir le problème de l'industrialisation. Vous prenez 2019, vous allez voir les problèmes, les recommandations sur l'industrialisation. Mais le véritable problème qui se pose aujourd'hui pour le Cameroun, c'est à travers son budget. Vous savez que le budget donne une tendance de ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, ce que vous souhaitez faire. Vous savez quelle est la part du budget consacré à la recherche de vent au Cameroun? Prenez les pays qui veulent passer du stade de la consommation au stade des gens. Regardez les budgets. On ne peut pas, même si aujourd'hui au Cameroun, on vous donne toutes les machines du monde maintenant, vous n'avez pas industrialisé. Et pourquoi? Mais vous n'avez pas fait de la recherche, vous n'avez pas fait de déploiement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Noufele, aujourd'hui, on importe la farine, le blé. Je vous dis qu'au Brésil, le manioc, là, on fait du pain avec du manioc. Mais est-ce que ce n'est pas uniquement les machines? C'est d'abord l'intelligence des hommes qui passent leur temps, tout le temps, à travailler, à développer. Une fois qu'ils ont terminé la phase de développement, on la met en pratique. Donc, au jour d'aujourd'hui, regardez la part qui est consacrée au budget du ministère de la Recherche. C'est dans la recherche qu'on passe du stade primaire au stade industriel. Vous comprenez? Donc, je veux dire, rien que cela, j'avais parlé à l'époque de dire que, je disais que le budget n'est pas assez. Tout ça, si c'est seulement des discours, ça ne sert absolument à rien. Revenons au Cameroun Business Forum. Je voudrais dire que depuis 10 ans, il y a eu des recommandations. Mais ces recommandations n'ont rien donné. Pourquoi ça n'a rien donné? Parce que justement, il y a des gens qui y ont cru, les hommes d'affaires. Mais il y en a qui n'y ont pas cru. Les gens qui viennent de Yaoundé là. Et au milieu d'eux, il y a les membres du gouvernement qui sont à cheval entre les deux. Et finalement, dans une telle structure, eh bien, il y a absence du patriotisme. Et quand il y a absence du patriotisme, rien ne peut être joué. Mais absolument rien. Et c'est pour ça que je pense que le Cameroun Business Forum, là, on ne parle pas à nous-mêmes. Nous ne parlons pas à nous-mêmes. Nous ne parlons pas camerounais. Il faut se réapproprier cette histoire qui a été pour moi un espoir après la déchéance du Conseil économique et social qui aurait dû jouer logiquement ce rôle. Lorsque le Conseil économique et social a échoué, on nous a vendu ça
ça permet quand même des rencontres, parce que pour voir ces messieurs à Yaoundé, c'est pas facile. On peut les rencontrer facilement au couloir ici et en discuter, sauf que ces discussions ne donnent à rien, ne riment à rien, puisqu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Ils sont omnubilés par autre chose. Parce que ça m'est arrivé de parler avec l'un d'entre eux. Il vous dit, c'est bien tout ce qu'on fait, mais est-ce que ça va aboutir? C'est lui qui est chargé d'implémenter, qui se pose cette question. Est-ce que ça va aboutir? Pourquoi ça ne va pas aboutir? Parce qu'il y a des strates de décision qui font que, ici en bas, on perd de bonne foi, mais plus on monte, la bonne foi disparaît. Et c'est un peu ce que moi j'observe. C'est pour ça que, si on ne se réapproprie pas le Cameroun Business Forum, qui pour moi n'est pas une très mauvaise chose, si on ne parle pas camerounais dans cette rencontre importante, eh bien, elle restera inefficace et elle n'apportera rien du tout. Ce serait une histoire pour dormir à l'hôtel et consommer le carburant camerounais pour rien et nos impôts. Et durant ce Cameroun Business Forum 10e édition, le président de la Chambre de commerce de l'industrie des mines de l'artisanat a évoqué la lenteur dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières au Cameroun. Edmond Kamia, cela fait de nombreuses années qu'on en parle. Le gouvernement qui s'engage toujours à mettre sur pied un certain nombre de réformes visant à faciliter les affaires au Cameroun. Mais dans la pratique, il y a encore des pesanteurs. Qu'est-ce qui explique ces lenteurs observées depuis de nombreuses années, selon vous? En réalité, c'est ce que disait le professeur Alaka tout à l'heure, que plus on évolue vers les strates de décision, il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi. Et ça crée des goulots d'étranglement. Et ça rend difficile l'implémentation, la décision, la prise de décision pour qu'on puisse implémenter les décisions, les résolutions prises, par exemple, au Cameroun Business Forum. Je dois dire une chose. Le problème est à la fois structurel et systémique. Pourquoi? Parce que si en 10 ans, on peut faire une évaluation, j'ai entendu parler d'environ 200 résolutions qui ont été prises, et peut-être 150 qui ont essayé d'être mises en œuvre, et 50 réformes, etc. Mais malgré tout, le président de la Chambre de commerce dit il y a une note, la lenteur dans l'application des réformes. Mais cela explique ce que je disais tantôt. Non seulement des personnes sont de mauvaise foi, des personnes en attendent beaucoup pour faire évoluer les dossiers. C'est-à-dire la corruption. C'est-à-dire en réalité, la corruption pèse. La corruption pèse encore. Et j'invite la CONAC, si elle est encore sérieuse, si elle lutte encore contre la corruption, de voir très clair au niveau de l'application des réformes, des résolutions qui sont prises par le Cameroun Business Forum, pour savoir où est-ce que ça coince. Parce que ça coince quelque part. C'est pour cela qu'il y a des problèmes structurels et même systémiques, parce que par-dessus tout, c'est une histoire de système. Est-ce que le système au Cameroun, le système politique, le système économique, est-ce que tout contribue à faire en sorte que les décisions prises soient appliquées? Non. Je dis non. La réponse est non. Je prends un exemple seulement sur le système juridique. On a au Cameroun la Constitution du 18 janvier 1996. On a un article, l'article 66. Et cette Constitution date de 1996. Et il y a une loi portant déclaration des biens à avoir, qui date de 2005 ou de 2006. Mais depuis, il manque une chose. La prise des décrets d'application par le président de la République pour que cette loi soit effective. Et mettre fin à tout ce que l'on voit comme détournement de fonds publics, à tout ce qu'on voit comme tout ce qui est lié à la corruption. Mais pourquoi est-ce que les décrets d'application ne sont pas mis en œuvre pour que soit mis sur pied la commission de réception des déclarations de biens à avoir, qui concerne tous les gestionnaires de crédit, tous les ministres, tous les députés, tous les maires, toutes les personnes élues, y compris le Premier ministre, les membres du gouvernement, les députés, les parlementaires et le président de la République, qui fait en sorte qu'avant d'entrer en fonction, vous déclarez vos biens. Quand vous terminez votre mandat, vous déclarez vos biens. On fait le gap et on voit ce que vous étiez en droit de percevoir et ce qui aurait pu être un enrichissement illicite. Mais malheureusement encore, le code pénal qui a été adopté au Cameroun, parmi les propositions qui avaient été faites, il y avait une disposition sur l'enrichissement illicite qui a été rapidement évacuée et finalement le code pénal est sorti sans une disposition qui condamne, qui combat l'enrichissement illicite. Est-ce qu'il y a une volonté ferme de combattre la corruption au Cameroun? Non. Donc le problème est systémique. Le gouvernement, par contre, se félicite de la création d'un centre de facilitation pour la mise en œuvre des entreprises, une agence de promotion
des petites et moyennes entreprises et une agence de promotion des investissements rattachée aujourd'hui à la présidence de la République. Pour ce poste, ce sont des indicateurs qui témoignent, qui illustrent de la volonté politique du gouvernement d'accompagner le secteur privé, d'encourager les investisseurs nationaux et étrangers à travers ces différentes structures gouvernementales qui ont été mises sur pied jusqu'ici. Écoutez, je reviens un peu sur le CBF, là, le Cameroun Business Forum. Il a été créé pourquoi? Souvenez-vous, nous étions inquiets quand le Doing Business nous avait classés parmi les derniers. Il a été créé pour améliorer le climat des affaires. Dans quel objectif? Dans l'objectif de rendre le Cameroun attractif au point où, en vue d'attirer des investisseurs étrangers. Malheureusement, l'expérience nous prouve que les investisseurs étrangers n'ont jamais développé un pays. L'investisseur étranger vient là pour se faire ses bénéfices et les rapatrier chez lui. Or, ce qu'il va développer, c'est la partie restante des bénéfices. C'est-à-dire, vous faites des bénéfices, vous les réinvestissez ici au Cameroun. C'est à partir de là qu'on verra que la production s'améliore. Mais l'investisseur étranger vient, il prend l'argent, il le rapatrie. On lui donne même l'autorisation, on lui dit non, rapatriez vos bénéfices. Mais l'industriel camerounais qui est ici, il n'a pas le droit d'envoyer même 1000 francs à son fils qui est à l'étranger. Mais l'investisseur étranger, nous voulons qu'il vienne, mais c'est pourquoi faire? Il y a un manque de considération à l'égard des chefs d'entreprise camerounais? Non, c'est une mauvaise politique. C'est la définition de la politique économique d'un pays. Nous ne pouvons pas continuer à être un pays tourné vers l'extérieur. Et tant que nous resterons un pays tourné vers l'extérieur, effectivement, vous avez beau mettre les agences de promotion de l'investissement, les agences de promotion des PME, c'est pour aller où? Il y a un problème réel. Et chaque fois, je le dis, c'est un problème de capital pour nous, Camerounais. Tant que notre gouvernement tournera le Cameroun vers l'extérieur, regardez un peu. On vous dit que le Cameroun a des milliardaires. On vous donne la liste des milliardaires. Mais cherchez un industriel parmi ces milliardaires. Vous verrez que tous sont des commerçants. Mais il y en a quand même qui sont industriels. Il y a peut-être un seul. Il y a des grands banquiers, il y a des industriels dans l'agroalimentaire. Le Fourceau, et il y a le banquier. Mais et tous les autres. Et regardez, analysez. Vous verrez que en majorité, ce sont des commerçants. À partir de ce moment, comment voulez-vous développer votre pays? Lorsqu'on vous dit que vous avez des milliardaires, mais que vous favorisez en réalité. Est-ce que la responsabilité, c'est celle des opérateurs économiques dont vous faites mention? Non, attendez. Des pouvoirs publics qui doivent favoriser les conditions pour les affaires. Il a parlé aujourd'hui de l'amour du pays. Il a parlé de l'amour du pays. Cet amour n'incombe pas seulement aux autorités qui sont en place. Cet amour nous incombe à nous tous. Et votre émission, vous nous permettez de voir clairement comment fonctionne notre économie. Et puis, il a parlé de corruption. Mais une fois que vous êtes tourné vers l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous favorisez la corruption. Bien sûr. Parce que si vous êtes tourné à l'extérieur, c'est l'import-export. Et l'import, plus précisément, vous favorisez la corruption. Vous la favorisez parce Comment que... on la favorise dans ce cas-là? Le commerçant, par définition. Le commerçant, par définition. C'est clair. Regardez le commerçant. Il ne va jamais payer la taxe qu'il faut au moment qu'il faut. Et même à sa suite, avec sa permission, le système CFA oblige l'État camerounais à autoriser s'inédit toute exportation de bénéfices des entreprises étrangères. Parce qu'il y a la libre transférabilité. À partir de ce moment, nous n'avons pas d'économie. Nous n'avons pas d'économie. Vous comprenez donc dès cet instant-là que, quelle que soit la volonté de nos milliardaires qui voudraient même rentrer dans le système industriel, ben, il va se dire, t'as qu'à faire, j'achète, je vends, je gagne mon argent. C'est tout. C'est ça qui se passe. Et pour gagner, donc, pour acheter et pour vendre sa marchandise ici, il est obligé de participer au développement de la corruption. C'est de ça qu'il s'agit. C'était tant que nous allons il faut préciser la corruption des fonctionnaires.
Et c'est la corruption, mon frère. Oui, c'est la corruption. Tant que C'est un système organisé. nous ouvrirons notre économie à l'étranger. Et nous attendons des investisseurs étrangers. Mais pourquoi ne pas nous faire nos propres investisseurs? Tantôt, je disais, professeur Alaka, une économie de production. Et vous avez, à juste titre, évoqué le monde rural. Effectivement. Et nous continuons dans la même erreur. Le problème, c'est que nous sommes en train de peupler le monde rural. Parce que le niveau de paupérisation fait que les gens fuient le monde rural dans l'espoir de venir trouver du travail dans les villes telles que Douala, Yaoundé. C'est pour ça que les gens vont être importants. Non, c'est pour ça qu'il faudrait industrialiser le monde rural. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait industrialiser le monde rural. Et en industrialisant le monde rural, nous maintenons sur place toutes ces forces vives. Parce que toute la jeunesse qui a encore de la tête, qui peut penser, comme il le disait, toute cette jeunesse-là vient ici et malheureusement, elle fait face à une société qui ne peut même pas lui offrir cet emploi, ce rêve-là. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle devient? Ben Skinner, call boxer, etc. Donc, vous voyez que le travail, c'est pourquoi il dit, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement jusqu'à présent ne change pas de paradigme. Il est question de développer notre monde rural et de l'industrialiser. Regardez la différence entre la France et l'Allemagne. Dans chaque village allemand, vous trouverez qu'il y a une industrie. Oui. Et c'est cette industrie qui fait vivre le village. Et cette industrie exporte. Tandis qu'en France, on a pensé que l'industrie c'est fini. Maintenant, ce sont les loisirs. On nous disait même de l'ère post-industrielle. Donc, ce sont les loisirs. Ils ont fermé des industries qui nourrissaient les villages, qui donnaient une activité au village. Et la conséquence aujourd'hui, on voit ce qu'on a avec les gilets jaunes. Vous parlez de stratégie de développement des pôles industriels dans les zones rurales et promotion des champions nationaux. Martin Omba, ces questions ont plusieurs fois été abordées durant des rencontres ministérielles et le gouvernement s'est engagé à accompagner certains opérateurs économiques dans le secteur agroalimentaire en vue d'en faire des champions nationaux. Jusqu'ici, très peu de lisibilité sur ces stratégies gouvernementales. Et le CBF, 10 ans après, avez-vous le sentiment que ce CBF, Cameroun Business Forum, 10e édition, a pris en compte les aspirations du secteur privé pour l'accompagner afin que les entreprises soient des champions nationaux demain? Vous savez, voyez-vous, pour être un industriel ou alors aller vers l'industrie, il y a un problème d'état d'esprit. Est-ce que les Camerounais qui ont la possibilité de développer sont dans un état d'esprit où ils acceptent l'attente, entre guillemets, la soupe? Parce que tout ça a un lien. Le Camerounais, aujourd'hui, de par le système, veut tout de suite le gain. Quand dit le gain, tout de suite, à tout prix, tout de suite. Et c'est une transformation des mentalités qu'il faut. Des gens, soi-disant, qui peuvent être amenés à industrialiser notre pays. Je vous dis que si vous voyez les gens, là vous allez vers les banques, parfois les gens vont chercher l'argent à la banque pour aller faire une tontine au quartier parce qu'il doit acheter un terrain. C'est-à-dire que quelqu'un dont vous pensez qu'il peut aller développer une activité, mais vous allez rencontrer les gens font vraiment du bam-sam partout. C'est-à-dire que j'achète, je vends. Donc, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que les Allemands, comme je sont fiers d'être en campagne. Mais remarquez bien, même parfois, ces gens qui ont de l'argent, lorsqu'ils arrivent à construire quelque chose dans la vie, ils n'y sont jamais. C'est pour vous dire que, aujourd'hui, le travail est énorme et immense. Pour qu'on passe du stade de activité commerciale ou activité industrielle, il faut que, à un moment donné, le gouvernement camerounais accompagne. Mais l'impression qu'on a, c'est que, même quand on accompagne, du fait du phénomène qu'on appelle la corruption, fait que tous les efforts que l'État fait, parce que l'État en fait beaucoup pour accompagner, mais il se trouve que à partir du moment où on n'évalue pas, on ne suit pas, tout ça est dilué. Donc le véritable enjeu aujourd'hui,
pour ce forum, c'est justement de dire que, bien sûr, que l'État doit accompagner, mais qui va suivre, qui va surveiller, qui va évaluer? Le véritable problème du Cameroun, il est là. Tous les programmes, je ne vous parle pas du programme dernier où les gens ont mis de l'argent, ils sont tombés dans les piages, tout ça. Il y en a tellement, mais est-ce qu'on évalue? On n'évalue pas. Donc, pour moi, ce qui importe aujourd'hui, c'est d'arriver à garder une certaine lucidité. Parce qu'en réalité, on fait beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à savoir exactement quelle en est l'efficacité. Le Cameroun, aujourd'hui, a besoin, comme je l'ai dit, d'un climat apaisé entre le secteur privé et le secteur public. Je veux dire par là un climat de travail concerté en permanence. C'est-à-dire que ça ne doit pas être l'objet d'une rencontre. C'est-à-dire que le GICAM devrait tous les jours avoir des interlocuteurs permanents sur tous les sujets. Pourquoi le président du GICAM ne vient pas nous dire que vraiment l'électricité a fait ci, il n'y a pas ça, il y a trop la fiscalité? Non. C'est des choses pour lesquelles, lorsqu'on vient le jour du forum, c'est pour dire que oui, compte tenu des travaux que nous avons faits au cours de l'année dernière, voilà ce qui s'est passé au plan fiscal, et nous pensons que désormais, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Donc nous pensons que ce n'est pas une guerre entre le GICAM ou une guerre entre le GICAM et les pouvoirs publics. Non. Les pouvoirs publics doivent comprendre que leur job, ce n'est pas de créer la richesse, c'est de mettre en place des mécanismes qui facilitent. Alors, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, quand on parle de paradigme, que les fonctionnaires donnent le pouvoir à ceux qui créent la richesse. Je pense que c'est le chef d'entreprise qui est mieux placé pour dire que vraiment, lorsque je vois ma situation aujourd'hui, quand j'importe le blé, voilà comment les gars me bricolent au niveau des grosses centrales d'achat. Comment je dois faire? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas qu'à dire qu'on veut absolument produire le riz sur place aujourd'hui. Avant d'arriver à produire sur place, il faut que les intelligences réfléchissent. Comment les autres font pour avoir des grosses centrales d'achat qui imposent des prix? Et je vous rappelle qu'à chaque fois que dans une entreprise, vous n'avez pas à produire plus, quand vous dépensez moins et vous dépensez bien, vous avez votre résultat. C'est-à-dire qu'il y a une politique à mettre, une stratégie à mettre en place pour que à chaque fois que vous allez acheter, vous achetez moins cher. Ce qui permet à votre entreprise de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, il est question aujourd'hui au Cameroun qu'à travers ces réunions, qu'on instaure un travail permanent entre le GICAM et les pouvoirs publics, à savoir le ministère de l'économie et du plan. Et avec pour objectif de créer davantage d'emplois au Cameroun, cette question cruciale qui est plusieurs fois évoquée au centre des discussions entre le secteur privé et le gouvernement, professeur Alaka Alaka, un taux de sous-emploi assez élevé au Cameroun, notamment dans le secteur informel, en l'absence d'industrie qui peut résorber ces problèmes de sous-emploi et de chômage des jeunes. Comment, à travers ces rencontres bilatérales entre le secteur privé, le gouvernement et d'autres acteurs partenaires du Cameroun, comment peut-on régler ce problème lié à l'emploi des jeunes? D'accord, je voudrais d'abord préciser que le secteur privé, c'est d'abord la chambre de commerce en tête, suivi du GICAM, des CAM au même niveau, et puis le Syndustri-CAM. Ce sont ces acteurs, et puis les autres petits acteurs, MECAM et autres. C'est tout cet ensemble-là qu'il faut comprendre par le vocable secteur privé. Et le gouvernement, c'est le Premier ministre et sa suite. Donc ces deux acteurs contribuent de manière différente à l'emploi des jeunes. L'État est le plus gros employeur, donc le Premier ministre, chef du gouvernement et ses ministères et autres, c'est le premier employeur. Et ce secteur privé, tel que je l'ai indiqué, c'est généralement le deuxième employeur dans nos États en développement. Pourtant, ailleurs, c'est le secteur privé qui est le premier employeur. Par un système d'auto-emploi d'abord, un système d'emploi direct et un autre système de sous-traitance. Alors, comment donc on va concilier les deux? Il faut savoir que celui qui a la politique en matière de gestion de l'emploi, c'est bien le gouvernement. Si le gouvernement met en place de bonnes politiques, il suit ces politiques, il les évalue, il entreprend un dialogue permanent
avec le second employeur qui est le secteur privé. Ils essayent d'ajuster leur politique pour qu'ils puissent être au même pied, au même diapason, quant à leur implémentation et à leur évaluation, il est possible que quelque chose soit fait. Mais pour que quelque chose soit fait, il faut bien entendu qu'on accorde des allègements au secteur privé, parce que c'est l'État qui a ce pouvoir. Sauf que ces allègements ont été accordés avec les coûts des investissements, les régimes de zones franches, mais ça n'a pas donné de résultats parce qu'une fois de plus, la corruption s'est interposée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement dit, ok, je ne vais pas seulement rester avec le secteur privé, il faut que je cherche le secteur privé étranger. Et c'est là l'intérêt des investissements directs étrangers qui arrivent chez nous. Mais malheureusement, lorsque ces investissements directs étrangers arrivent, ce n'est pas de l'emploi humain, mais c'est de l'esclavage. Si vous savez, les gens qui travaillent, les Camerounais qui travaillent dans ces groupes dits multinationaux et ceux qui subissent là-bas, ce n'est pas très intéressant. C'est encore une fois de plus le rôle de l'État de veiller au bien-être de ces populations. Le bien-être ici, c'est pas seulement en termes arithmétiques 1 + 1 = 2, non. Le bien-être, c'est que les politiques, les lois qui doivent être mises en place doivent être respectées à la fois par les tribunaux et à la fois par les inspections de travail. Mais quand on arrive à l'inspection de travail avec un cas de licenciement litigieux ou un cas de brimade professionnel, eh bien, on n'a pas de résultat. Et pour impulser justement ce bien-être des Camerounais, le président de la République mise sur la mise en place des régions et 2 textes, 2 projets de loi viennent d'être déposés à l'Assemblée nationale. L'un d'eux porte sur la clé de répartition des conseillers régionaux et pour la presse, ce sont les élections régionales qui s'annoncent. Pour autant, la nouvelle expression a relevé quelques zones d'ombre dans ces textes, ces projets de loi qui sont en examen à l'Assemblée nationale. Avec vous, Edmond Kambia. Oui, il faut dire que ces textes qui sont soumis, n'est-ce pas, aux députés, aux parlementaires, pour être adoptés après examen, nous supposons après examen, mais nous savons très bien que cela passera comme une lettre à la poste, parce qu'il y a un parti qui a la majorité, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, concerne uniquement les régionales, les conseils régionaux. On aurait souhaité, sincèrement, on aurait souhaité que dans le cadre de la modification du code électoral, que ce soit une modification plus large, que cela concerne également un certain nombre de dispositions fâcheuses qui ont donné lieu à des débats houleux au Conseil constitutionnel. On aurait aimé qu'un certain nombre de doléances qui ont été évoquées par la société civile, par les partis politiques, soient prises en compte dans la modification du code électoral, c'est-à-dire par exemple la possibilité d'un scrutin à 2 tours pour l'élection présidentielle, la possibilité de ramener l'âge électoral à 18 ans, la possibilité d'avoir une biométrie totalement intégrale, parce que nous ne l'avons pas encore, notre biométrie actuellement n'est pas du tout intégrale. Donc il y a un certain nombre de doléances, de propositions qui ont été formulées et que même les députés savent. Malheureusement, on leur donne un texte qui ne tient pas compte de toutes ces autres propositions. Donc c'est ciblé. Voilà la première observation qu'il faut faire. La deuxième observation, c'est de dire que au niveau de la répartition des postes, des postes de conseillers régionaux par région, parce qu'on nous apprend que ce sera 900 au plan national, à raison de 90 par région. Et sur les 90, il y aura 70 qui représentent les départements et 20 qui représentent les chefs traditionnels. Mais ça va être très compliqué, la répartition, aussi bien au niveau des départements que des chefs traditionnels. Pourquoi? D'abord, au niveau des départements, nous savons que au Cameroun, nous avons 10 régions, mais chaque région n'a pas le même nombre de départements. Il y en a qui ont seulement 4 départements, il y en a qui ont 6, 7, 10. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir répartir les 70 représentants par département? Au niveau des chefs traditionnels, ce n'est pas non plus très facile d'avoir 20 représentants des chefs traditionnels qui soient désignés par leur père, parce que c'est ce que dit la loi, cette proposition-là, par leur père, pour être les représentants des dignitaires traditionnels au sein des conseils régionaux. C'est vrai que parmi les critères d'éligibilité, on sait que les chefs de premier degré ont un rôle prépondérant.
Mais cela ne suffit pas. Il y a des arrondissements, des départements où il y a plusieurs chefs traditionnels de premier degré et d'autres qui n'en ont même pas. Il va falloir trouver des mécanismes de répartition qui fassent en sorte que certains départements ne soient pas frustrés, ou certains arrondissements ne soient pas frustrés, et que certains chefs traditionnels ne soient pas frustrés non plus. Justement. Ça va être très compliqué. Et je termine pour dire qu'en réalité, le RDPC est en train de jouer à un calcul politicien. Parce qu'en réalité, on aurait dû commencer par les municipales et les législatives avant les régionales. Parce que parmi ceux qui vont élire, ces conseillers municipaux qui vont participer à l'élection, qui vont élire les conseils régionaux, n'ont plus de légitimité du tout. Alors, à votre suite, Paul se pense sur ces conseils régionaux qui s'annoncent avec la clé de répartition mise en place par le gouvernement, 90 conseillers régionaux par région, 70 qui représentent le département, 20 qui représentent les autorités traditionnelles. Comment appréciez-vous ces projets de loi qui viennent d'être déposés à l'Assemblée nationale? Moi, c'est cette répartition, si vous voulez, stable là, qui me dérange. Parce que une région telle que le littoral, ou le centre, ou l'extrême nord, vous ne pouvez pas dire que ces régions-là doivent avoir le même nombre de conseillers régionaux qu'une région telle que le sud, ou une région telle que l'est. Il faudrait qu'on se comprenne. Oui, c'est cette répartition-là, parce que finalement, elle ne respecte pas la géographie de notre pays, c'est-à-dire la répartition démographique de notre pays. Or, le conseiller doit pouvoir représenter un certain pourcentage de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Quant à la participation des chefs traditionnels, bon, je ne sais pas si c'est le RDPC, excusez-moi, je ne sais pas si sont les partis politiques aussi qui doivent présenter les chefs traditionnels à ces élections, ou alors c'est un corps qui ne participe pas à une élection partisane. Là, je m'interroge encore. Mais parce que si nous voulons que nos régions se développent, il y a encore beaucoup de travail. C'est-à-dire que nos régions s'autodéveloppent, il y a encore beaucoup de travail. Ce sera un essai, on va voir ce que ça donnera, mais nul, et mon Cambia, ne peut se faire harakiri. Nous sommes en politique. Ah non. Le RDPC ne pouvait pas accepter organiser ces élections après les élections municipales et législatives. Donc vous l'avez fait exprès. Il faudrait l'oublier. Le RDPC ne pouvait jamais le faire. Parce que nul ne peut se faire harakiri. Après vous, un mot maintenant avec professeur Alaka Alaka sur ces régions qui se précisent avec ces projets de loi déposés au Parlement qui annoncent les élections dans quelques mois certainement. Mais déjà, vous avez suivi les appréhensions des panélistes sur ce plateau concernant la clé de répartition des conseillers régionaux qui reste la même, quelle que soit la région du Cameroun. Pourtant, la population n'est pas la même que l'on soit dans la région du centre ou celle de l'extrême nord. Cédric Noufélé, je ne dirais pas un mot, mais je dirais 2 ou 3 mots. Je pars d'un principe simple. Les régionales, ça va entraîner un problème de représentation en vue de la redistribution des richesses nationales. Et dans tous les pays où il y a eu une régionalisation, on a regardé le point focal. Et les points focaux ici, c'est les arrondissements. Le Cameroun en a 360. Lorsqu'on regarde très bien, j'en ai fait un calcul, ce qu'on appelle chez nous le calcul fiscal ou financier. Je suis arrivé à la conclusion selon laquelle il y a 7 régions qui ont une moyenne, selon les arrondissements, qui ont une moyenne de 27 arrondissements. 2 régions, l'extrême nord et l'ouest, qui ont une moyenne de 43% de sous-préfecture. Parce que c'est les arrondissements qui sont les points focaux du développement. Et les 9 régions ont en moyenne 35 arrondissements. C'est la moyenne des 9 régions. Mais il y a une région, le centre, qui a 70 arrondissements, dont le double de la moyenne nationale.
Ça veut dire donc que si la décentralisation avec les régions ont pour but de distribuer équitablement la richesse nationale, eh bien la région du centre sera défavorisée. Dans la mesure où elle est 2 fois au-dessus de la moyenne nationale. Et qu'est-ce que moi j'ai proposé? J'ai dit, cette région-là, il faut l'éclater en 2, avec un éclatement sociologique qui va créer une région du Mbame-Sanaga qui va comprendre la Rosanaga et le Mbame-Kim, parce que des 2 côtés, il y a les Babouté, et d'un autre côté, l'Oignon Ekele et le Mbame-Inubu, parce que des 2 côtés, on a un point commun. Donc un nouveau découpement administratif. Un nouveau découpement administratif pour qu'on atteigne la moyenne nationale pour découpage administratif. Découpage administratif pour que toutes les régions aient une moyenne de 35 arrondissements. Pour que lorsque on fait des affectations, que ces affectations arrivent à bon port pour tout le monde. Sinon, lorsque vous regardez un département comme l'Ombame-Kim, qui est très vaste, mais alors très vaste, vous regardez l'Ombame-Numbu, qui a un arrondissement comme Bokito, c'est chez moi, c'est pour ça que j'en parle, qui peut constituer aujourd'hui 3 arrondissements, parce que nous avons les frontières avec le littoral, les frontières avec l'Est, et les frontières avec l'Ouest, et les frontières avec le centre au niveau de la Sanaga. Vous voyez un tel arrondissement qui a 36 villages, ça n'existe plus aujourd'hui, et une superficie énorme devrait rentrer en ligne de compte dans ce découpage, sinon le développement n'y arrivera pas. Si tel est que les régions ont pour but de développer et d'amener le développement vers les populations, alors que jusqu'ici, c'est les populations qui vont vers le développement. On en a parlé tout à l'heure avec les zones rurales et autres. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous Martin Ombazine d'être venu sur ce plateau. Merci Edmond Kambia, merci à vous professeur Alaka. Merci également à l'honorable Paul Sopor d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.